Il y croyait comme les autres, et comme les autres, il s'est engagé avec toute son énergie. Et à le voir projeter l'Azerbaïdjanais TKF, vainqueur du Grand Chelem de Bakou, sur un Ouranagué en contre audacieux et technique, le public était tout près de croire qu'Alpha Oumar Diallo était lui aussi parti sur les bases très hautes auxquelles nous nous sommes habitués ces jours derniers. La joie fut de courte durée pour Alpha et pour le public. Même s'il avançait avec détermination sur l'Ouzbek, qui semblait sortir du lit, c'est lui, Boltaboyev, qui trouvait soudain l'ouverture pour un Kouchigari qui couchait le français et marquait Ouazari. C'était la ruée pour tenter de conjurer le sort, 2 minutes pour sortir de la nasse tragique dans laquelle Alpha Diallo était pris. Il poussait l'Ouzbek dehors et le faisait souffrir à chaque fois qu'il prenait la manche en premier, le faisait souffler de fatigue et finir à plat ventre. Mais ces techniques de jambes, si efficaces en 2022-2023, quand il avait atteint le podium de nombreux tournois et du championnat d'Europe, partaient cette fois de trop loin pour inquiéter le petit pieu de l'équipe Piliadis. Avec une sorte d'insolence cruelle, c'est lui qui concluait avec un makikomi tout en mollesse assassine, accroché comme un poids sur le bas de la manche et le pied en cuillère pour faire trébucher. Alpha tombait pour la seconde fois, et de très haut, comme l'expliquait son entraîneur Daniel Fernandez. C'était une journée qui commençait bien malgré le fait que il ouvre le bal. C'est toujours un truc particulier, ça. C'est un truc particulier. Qu'on le veuille ou non, c'est un truc particulier à gérer. Donc ça, voilà, ça s'est bien passé. Et ensuite sur l'Azerbaïdjanais, oui, il fait le taf, il fait un beau combat, il met de la présence, il met de l'initiative, de l'audace et ça se passe bien. Après sur Boltaboyev, c'est un profil qu'il connaît bien puisqu'ils se sont rencontrés plusieurs fois. Le schéma il est assez clair sur lui, de toute façon. C'était de travailler sur la manche, de prendre l'initiative, quand il se faisait un petit peu coller, de faire des décalages. Bon. Chose qu'il arrive à faire au début de match, et après en faisant justement un décalage, il met la jambe au milieu, ils tombent tous les deux sur le côté, du coup il prend Ouazari. Et après ça change complètement la physionomie du match, donc ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est dommage parce qu'il avait bien commencé, il avait bien entamé sa journée quand même. Depuis qu'on travaille ensemble, il est d'un professionnalisme quasi extrême en fait, il est archi sérieux. Donc il est irréprochable par rapport à sa démarche, par rapport à son engagement, par rapport à son investissement. Voilà, il a eu, après sa médaille au championnat d'Europe et l'annonce de sélection au jeu, il a eu un petit peu de temps où c'était un peu compliqué parce que Alpha, ça fait 6 ans qu'il court après sa sélection olympique, donc c'est un truc à digérer pour lui. C'était un truc à digérer pour lui, en plus à la maison. Donc il y avait ça, il y a eu des petits changements dans l'organisation de son entraînement qui l'ont perturbé. Et puis on a fait des tournois de préparation, mais où il n'a pas eu de bonnes sensations, il n'était pas au top. Mais là sur la préparation terminale, ça s'est vraiment bien passé, quoi. Il a fait notamment un stage au Japon au mois de mars quand on y était là, où il a été incroyable. Il a vraiment été bon sur la préparation. Donc, et puis je pense que les 2 premiers combats, ça démontre bien le fait qu'il était présent. Il était présent. Bon, ça n'a pas suffi pour le coup. Le grand déçu du jour côté français, le premier à ne pas être dans les phases finales, se montrait économe de ses émotions et restait impavide au micro, réconforté autant qu'il était possible par la belle Marseillaise sortie tout en douceur et en empathie triste du cœur des spectateurs. Je dois reconnaître qu'il a été plus fort, vu que je suis tombé 2 fois. J'étais très bien dans ma compétition, concentré. J'ai appliqué les schémas. Je pense pas m'être trompé dans mes schémas, mais voilà. Il y a eu une faille chez moi et puis il a su s'en servir. Je pense que je suis quelqu'un d'entier et je combats beaucoup avec mon cœur. Et donc du coup, je pense qu'ils ont voulu aussi me le rendre. C'était un moment de partage et ils ont vu que c'était compliqué. Et puis ils s'en sont rendus compte. Et puis voilà, c'est ce genre d'image qu'on aime voir au judo, mais aussi en France. C'est un beau message qu'ils m'ont envoyé et puis ça m'a fait du bien. J'ai envie de retenir, là, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. C'est que
Il y a 3 ans, j'y étais pas. Et j'ai pu faire ceux de Paris. Et j'ai pu voir ce que c'était. Puis faire à Paris, il n'y a pas plus beau cadeau. Et je pense qu'il y a beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de difficultés, mais j'ai su m'accrocher. Mes dernières sorties en tournoi, c'était pas les plus fameuses, mais j'ai su m'accrocher, aller chercher. Puis j'ai essayé de donner tout ce que j'avais aujourd'hui. Ça n'a pas été assez, donc c'est comme ça. Privé de son représentant, le public était plus calme aujourd'hui pour assister pourtant à un triomphe discret mais majeur dans une étrange compétition des moins de 81 kg où les plus forts des dernières années semblaient frappés de langueur et d'une lourde fatigue. Le Belge casse, même le monstre géorgien Tato Grigalashvili s'arrachait à chaque tour avec plus d'expérience que de moyens aujourd'hui. Il n'y en avait qu'un à montrer de toute autre disposition, c'était le lézard japonais Nagase, ancien capitaine de l'équipe de Tsukuba et membre de l'équipe professionnelle dirigée par Kenzo Nakamura de l'entreprise Asahi Keisei. C'était lui le champion olympique en titre, le héros de Tokyo et champion du monde en 2015, une éternité déjà, année où il avait fait gagner le championnat par équipe à son université en battant lui-même le champion des moins de 100 kg, le fameux Aaron Wolf. Takanori Nagase. Il n'est pas sur les réseaux et les médias japonais eux-mêmes ne savent pas qui il est. Était-il en forme, capable d'aller au bout? Ce fut rapidement clair pour tout le monde. Ce formidable judoka, qui a la particularité de battre les meilleurs en donnant l'impression d'être toujours à 2 à l'heure, avait ce mardi des reflets fauves dans l'œil et une forme d'énergie féline inhabituelle chez un combattant qui ne craint qu'une seule chose, les pénalités pour non-combativité, lui qui prend toujours le temps de bien s'installer pour projeter. Cette fois, il ne fut en danger à aucun moment, monstrueusement fort sur les mains pour installer une garde de droitier paralysante à partir de laquelle il lance ses grands Uchimata d'équilibriste, ses Hashiguruma mortels qu'il place comme une fatality et des Sasae presque nonchalants. L'Italien Esposito qu'il rencontrait en demi-finale s'en souviendra, lui qui est le plus habile de la catégorie pour pourrir les combats et lever les mains de la victoire sous les sifflets du public. Il n'eut aucun impact sur le grand Nagase qui se débarrassait de lui avec un Sasae à une main cuisant, comme la leçon tranquille d'un professeur à un élève turbulent. La finale promettait d'être belle puisque le fantastique héros de Gori, Tato Grigalashvili, était tout de même parvenu à le rejoindre, montrant des signes très inattendus chez lui, d'épuisement complet, notamment dans une demi-finale difficile contre le médaillé mondial coréen Lee Ju-hwan, futur 3e, mais il s'était montré capable aussi de sortir au bout des golden scores un Sumigaishi efficace. Le destin était déjà plié, et pas en sa faveur, lui qui avait déjà tant souffert d'avoir échoué à Tokyo. Cette fois encore, il ne sera pas champion olympique, vaincu par 2 jolis contres de l'homme de Tsukuba, qui avait manifestement parfaitement préparé son sujet et sanctionnait de 2 Kosotogake surprenants la garde ultra-latérisée du Géorgien. Personne ne semble donc savoir ce qui se passe dans la tête de ce grand ami de Shohei Ono, mais après avoir salué avec simplicité les 4 points cardinaux, il se permettait, quelle exubérance, de lever les bras en triomphe pour la première fois de sa vie peut-être. Le Japon lui pardonnera ce manquement léger à l'étiquette, il a bien mérité de la patrie, il est digne de la grande légende japonaise, rejoignant les doubles champions olympiques masculins sur 2 Olympiades et marchant même dans l'ombre du triple champion olympique Tadahiro Nomura, avec lui aussi 3 médailles olympiques successives puisqu'il était déjà 3e à Rio en 2016. Un immense champion méconnu, même chez lui, mais une référence pour tous les connaisseurs. Une réussite qui démontre aussi qu'une grande compétition se prépare à l'avance, car il était arrivé ici sans en faire trop, mais 8e tête de série tout de même, obtenu avec 2 sorties en Grand Chelem, quand ses adversaires étaient manifestement éreintés par le calendrier infernal imposé par la Fédération internationale. Encore une autre question qui se pose. Il y avait des nouveaux venus dans la salle, à pied d'œuvre dès le matin, et ça se bousculait un peu dans la tribune de presse. La déesse Clarisse Agbenienou allait entrer en scène pour son grand rituel, les émotions collectives qui vont avec ses gestes magiques et ses victoires majestueuses. Les familles étrennaient les drapeaux et les journalistes non spécialistes compulsaient les dossiers de presse. Elle entrait dans l'arène dans un bruit de tonnerre pour affronter sa première adversaire, l'Israélienne Gili Sharir, vice-championne d'Europe en 2023. Ce que les proches et les spécialistes savaient, eux, c'est que la déesse avait retrouvé sa condition humaine pour mettre au monde la petite Athéna, décidément la métaphore divine s'impose, et que si elle était toujours la plus forte, elle était aussi désormais accessible.
À 31 ans, et l'esprit objectivement occupé par autre chose que l'exclusive de l'entraînement et de la guerre des arènes, Clarisse triomphait le plus souvent depuis son retour, un championnat du monde et 2 tournois en or à son actif, mais avait aussi laissé échapper des combats importants. C'est toujours par la qualité des appuis que les meilleurs laissent apparaître les micro-signes de leur faiblesse naissante avec les années qui passent, sort commun de tous les mortels. Elle avait trébuché au dernier championnat du monde, allait-elle cette fois parvenir au triomphe espéré sans faillir? Son premier combat donnait des indications et elle n'était pas favorable. Moins dure à l'impact, moins souveraine, il lui fallait 3 minutes après le golden score pour trouver le beau geste, un Uranage tenté par l'Israélienne qu'elle accompagnait avec beaucoup de feeling. C'était un pas de fait, mais il avait fallu s'employer. Au deuxième tour, une ancienne gloire brésilienne de 36 ans lui donnait la réplique. Kathleen Quadros avait atteint le bronze aux Jeux Olympiques, mais c'était en 2008 à Pékin. Elle prenait 2 pénalités contre elle, mais à 20 secondes de la fin du combat, était à 2 doigts de renverser Clarisse sur un contre. Celle-ci prenait alors les choses en main et la punissait par un bel enchaînement technique, un Kouchio Uchigari sec qui lui valait le Waza-Ari et le passage en finale, le tableau où l'attendait sa némésis, la très solide kosovare Laura Fazliu. C'était elle, la première rivale, la dangereuse, capable d'être l'instrument d'un destin défavorable. Puissante au point de pouvoir tenir la dragée haute à la française, elle restait sur 2 victoires de rang en 2023 contre elle. Mais dès la deuxième reprise, Clarisse balayait les ombres d'un enchaînement Ochi-Taniotoshi qui plaquait la féroce sur le dos. Cette fois, c'était réglé. La déesse guerrière était de retour, avait retrouvé son aura. Et au sortir de ce combat, en regardant autour d'elle, elle ne voyait plus d'adversaire à sa mesure. La championne du monde néerlandaise, la jeune prometteuse Johanna van Lieshout, avait disparu en tableau. De même que son ancienne grande rivale japonaise Miku Tashiro, devenue Madame Takeshi, encore une fois inconsistante au point d'être une énigme. Cette magnifique finaliste des championnats du monde de Tokyo en 2019 a insisté jusqu'à Paris pour prendre sa revanche sur le sort et sur Clarisse Agbenienou, qu'elle était parvenue à vaincre en finale du Master 2023, mais ne semble s'être jamais vraiment remise de son échec de Tokyo. Tombée aussi la vice-championne du monde polonaise Zimanska ou l'anglaise Reinschall, victorieuse de 6 tournois. Même la dernière à avoir obtenu une victoire contre la française au championnat du monde, la canadienne Boschma Pinard, avait échoué. C'était la slovène Leski qui l'attendait en demi-finale, une bonne combattante, 2 fois finaliste d'un championnat du monde en 2021 et 2023, mais à chaque fois battue par la même, la sextuple championne du monde, championne olympique individuelle et par équipe, Sa Majesté Clarisse Agbenienou. Le bilan de leurs affrontements depuis 2019 était vite établi. 5 rencontres pour 5 défaites et des douloureuses contre la française. Difficile d'espérer, d'autant qu'elle ne s'était pas elle-même montrée très dominante, en devant même remonter un Waza-Ari dès son premier combat contre l'Algérienne Belkadi. Après cette victoire probable, le clan français avait la perspective d'une finale à venir, moins escarpée qu'un premier tour contre la très inattendue mexicaine Awiti Alcaraz, une londonienne de 28 ans qui représentait l'Angleterre jusqu'en 2017, sortie en tête d'un carambolage de leaders. De quoi déjà préparer la fanfare et les accordéons. La France tenait, c'était sûr, sa première médaille d'or de judo. Mais on le sait depuis Perrette et son pot au lait, il ne faut pas trop projeter les veaux, les vaches et les couvées à venir. À quelques secondes de la fin d'un combat qu'elle contrôlait tranquillement et qu'elle menait aux pénalités, Clarisse presse l'adversaire, comme pour en finir, lance son bras impérieusement et se fait prendre en compte par un petit Kouchigari de Jarnac. Achille moderne au féminin, elle est touchée à la cheville, aux appuis et tombe, concédant le Waza-Ari à quelques secondes du terme. Le projet rêvé de doublé olympique individuel s'écroulait avec elle. Tandis que la reine privée des lauriers dorés trouvait les ressources pour aller tout de même prendre le bronze en crucifiant sur un Osotogari en contre l'Autrichienne Piovesana, elle aussi transfuge britannique, la modeste et souriante Andrea Leski allait gagner cet ultime combat, non sans d'ailleurs devoir remonter un Waza-Ari pris d'entrée sur le Yoko Tomoenage de notre Mexicaine, qui se contentait tout à fait d'amener aujourd'hui sa première très grande médaille au judo mexicain. Une catégorie bouleversée, une déesse guerrière plus humaine qu'avant, c'est l'ordre des choses, reconnaissait l'entraîneur Ludovic Delacote. À Tokyo, à huis clos, c'était pas la même. Déjà, elle avait une maîtrise, en tout cas, beaucoup plus supérieure, notamment sur le volet physique, impactante, ce qui lui permettait du coup de pouvoir mieux gérer parce qu'elle écrabouillait les filles. Ce volet-là, même si on l'a beaucoup fait progresser,
c'est plus la même Clarisse. Rapidement, je m'en suis rendu compte, on s'en est rendu compte. Donc partant de là, il a fallu trouver d'autres armes. Voilà. Il y a une absence, il y a un moment peut-être de panique sur la situation et peut-être que ce moment-là, avant Tokyo, ou à Tokyo, elle n'aurait pas eu. Voilà, c'est plus la même. Elle a perdu plus de matchs sur cette Olympiade qu'elle en a perdu sur 8 ans. Donc voilà. Les skis, c'est pas n'importe qui, c'est une double médaille mondiale, championne d'Europe. C'est une fille de grande valeur. Donc ça déjà, c'est pas parce qu'elle avait battu la Kosovare, contre qui elle était un petit peu en échec sur les derniers mois, qu'elle s'est dit je me suis ouvert les portes de la finale et l'or est à moi. C'est pas du tout ça. Par contre, effectivement, tactiquement, elle sort d'une attaque forte, elle a une pénalité d'avance, elle a créé le décalage. Il y a juste à sécuriser le kumikata, quitte à prendre une pénalité toutes les deux, et puis le match est plié. Donc je sais pas, à ce moment-là, les skis la coiffent, est-ce qu'elle panique un peu, elle dit je me lance, j'en fais une à plat ventre. Sauf que, vous savez, quand vous êtes coiffé, il y a un vrai risque de contre. Donc malheureusement, elle a fait. Y aura-t-il une vie judo après le bronze olympique de Paris pour la plus grande championne française ? Clarisse Agbenienou se sentait elle-même à la hauteur de sa légende dorée, mais dit aussi où vont ses préoccupations pour demain. On la reverra sur un tapis de judo, dit-elle, mais pour l'instant, elle a autre chose en tête. En même temps, je me dis, Clarisse, tu as quand même une médaille à la maison. En même temps, tu étais tellement au-dessus que tu as raté le coche. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Je prendrai le temps de la savourer quand même. Mais ouais, et puis je me dis, le chemin quand même était long, une grossesse, revenir, un allaitement. C'est pas simple, mais quand je me dis que je suis autant au-dessus comme ça, avec tout ça, c'est qu'en fait je peux décrocher la ligne et que j'aurais dû décrocher la ligne, mais bon, j'ai décroché une médaille de bronze. Mais je peux remercier Ludovic parce que j'étais pas du tout dedans. Et quand j'ai regardé son regard noir qui m'a dit t'es pas dedans, alors réveille-toi, plus le public qui en a rajouté derrière, je me suis dit Clarisse tu peux pas lâcher parce que derrière tu seras encore plus déçue et là tu pourras que t'en mordre les doigts. Trop gourmande, j'aurais dû me dire le golden score ça va le faire aussi parce qu'elle va fatiguer, je suis bien, je suis en avance sur les shido et pourquoi tu veux marquer en fait, ça sert à rien, ça m'apprendra. Voilà, maintenant elle est championne olympique. Je savais que ça allait être dur, je savais que ça allait être dur et en même temps je me suis dit il faut monter crescendo comme d'habitude. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après je savais que les adversaires que j'avais, il fallait faire attention, il fallait prendre son temps. Je vais pas finir comme ça. Surtout que maintenant je connais la potion magique. On peut revenir avec plusieurs enfants maintenant. Voilà. Et comme je vois que j'ai encore de la force, que je me sens bien, il y aura plus qu'à. Voilà, je vais me laisser du temps. Pour 2028, c'est ce que tu es en train de dire. Moi, avec ce que j'ai, la forme physique que j'ai, ce que j'ai pu montrer aujourd'hui, j'avais pas de frein et en plus, j'ai pas gagné à la maison, alors on va gagner aux US. Des médailles, le judo français en fournit tous les jours et le sans faute au niveau du podium continue pour nos féminines. 4 engagés, 4 médaillés et 2 garçons sur 4 en finale, ce qui fait 6 récompenses. Le pari fou des 10 médailles n'est plus une chimère. Il faudra trouver 4 médailles dans les 6 catégories qui restent, avec les équipes en plus, mais il faudra aussi que certaines d'entre elles soient en or pour faire de Paris la fête du judo français dont on rêve. C'est tout ce qu'on attend désormais, de l'or, de l'or. C'est au tour de Marie-Ève Gaillet, en moins de 70 kg, d'aller défier ses rivales pour être championne olympique à Paris. Maxime Gaël Ngaya Pambou, en moins de 90 kg, est prêt à se révéler.